Bonjour, nous sommes toujours à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, à la faculté de médecine, où nous dispensons un cours destiné aux premières années de médecine. Il s'agit de la deuxième partie de l'ostéologie du membre thoracique. Nous entamons l'étude du squelette de l'avant-bras. Sur cette diapositive, nous constatons que le squelette de l'avant-bras est formé de deux os, le radius latéralement, l'ulna médialement. Nous constatons que ces deux os s'articulent avec l'humérus en haut, en proximal, et les os du carpe en bas, en distal. Nous constatons que ces os sont de longueur inégale, puisque l'humérus est moins long que l'ulna. L'ulna est caractérisé par son extrémité supérieure volumineuse et son épiphyse distale moins volumineuse, contrairement à l'os latéral, à savoir le radius, qui lui présente une extrémité distale ou une épiphyse distale volumineuse et une épiphyse proximale moins volumineuse. Nous allons sur cette diapositive retrouver les schémas qui sont sur le Polycope en PDF. Nous allons passer en revue ces différentes légendes. Alors, le radius est l'os latéral de l'avant-bras. C'est un os long. Il présente une épiphyse proximale, une épiphyse distale. Et on remarque effectivement que l'épiphyse distale est beaucoup plus volumineuse que l'épiphyse proximale. Alors, on va orienter cet os avant d'entamer son étude. Et pour étudier l'orientation, vous le savez qu'il faut se baser sur 3 critères. Alors, pour l'humérus, personnellement, je choisis 3 critères. En latéral, présence du processus styloïde radial. Sur la face antérieure, on retrouve le trou nourricier. Donc, la présence du trou nourricier oriente cette face vers l'avant. Nous avons l'extrémité la moins volumineuse en haut. Donc, vous remarquez donc que nous avons 3 critères. En haut, l'extrémité la moins volumineuse. Latéralement, le processus styloïde radial. Et en avant, la face qui porte un trou nourricier. Donc voilà l'orientation de l'humérus. Excusez-moi, du radius. Ensuite, si on oriente l'ulna, qu'est-ce qu'on peut choisir comme critère? Alors on peut dire que l'extrémité la moins volumineuse est en bas. Ou alors dire que l'extrémité volumineuse est en haut. Ça, c'était pour en haut, en bas. Nous allons choisir maintenant un critère pour placer en avant par rapport à ce qui est en arrière. Alors, l'incisure trochléaire regarde vers l'avant. Donc, cette incisure, elle est orientée ventralement. Et enfin, on va choisir un autre critère. Le processus styloïde est postéro-médial. Donc, ce processus, il est orienté médialement et légèrement en arrière. Donc, voilà les 3 critères
que j'ai choisi personnellement pour orienter l'ulna. On a dit que vous auriez pu en prendre d'autres. Bon, alors si on en choisit par exemple 3 autres. Alors, on va dire par exemple que l'incisure radiale est orientée latéralement. Le tubercule, ici, le tubercule coronoïdien est orienté, ou pardon, la tubérosité ulnaire est orientée vers l'avant. Et un dernier critère, je ne sais pas, le bec olécranien est orienté vers le haut. Voilà. Donc à vous de choisir 3 critères dans les 3 plans de l'espace, et ce sont ces 3 critères qui vont vous permettre d'orienter l'os dans l'espace. Nous sommes arrivés à la diapositive 24. Sur cette diapositive 24, nous retrouvons une vue postérieure des 2 os, bien sûr le radius est latéral et l'ulna est médial. Alors, on va commencer déjà à donner des noms qu'il faut absolument retenir. Alors, on a ici ce processus vertical qu'on appelle l'olécrane. Nous voyons ici le processus coronoïde qui lui est un processus horizontal. On retrouve sur la diaphyse de l'ulna un bord postérieur. On retrouve un bord latéral, un bord latéral qu'on appelle également bord interosseux. Et enfin, on peut décrire sur cette face, ici, on peut retrouver, vous avez vu, le processus styloïde qui est volontiers vers l'arrière, orienté vers l'arrière. Même chose pour le radius. Alors, vous allez remarquer que le radius porte une face latérale, un bord postérieur, une face postérieure et un bord orienté médialement, c'est le bord médial qui est interosseux. Et il faut savoir qu'entre le bord interosseux du radius et le bord interosseux de l'ulna, s'insère entre ces 2 bords la membrane interosseuse. Cette membrane interosseuse permet de relier sur toute la hauteur, les diaphyses radiales et ulnaires. Au niveau de l'épiphyse proximale, toujours sur la face postérieure, on peut décrire la tête radiale, le col du radius et la tubérosité radiale. Vous remarquez que cette tubérosité radiale est orientée médialement vers l'ulna qui est l'os médial. Passons maintenant à l'épiphyse distale. Alors sur cette épiphyse distale, à la face postérieure, on peut décrire l'incisure ulnaire. L'incisure ulnaire apparaît sur la face médiale. Ici, nous avons fait de telle sorte à ce qu'elle apparaisse sur la face postérieure pour vous montrer l'articulation entre l'incisure ulnaire du radius et la tête de l'ulna. Nous retrouvons ici des gouttières sur la face dorsale de l'épiphyse distale du radius. Dans ces gouttières vont passer des tendons musculaires que l'on reverra avec l'étude des muscles de l'avant-bras. Et enfin, on retrouve le processus styloïde radial qui est orienté latéralement.
on va entamer l'étude de l'ulna. Alors, l'ulna, on a déjà dit que c'était l'os médial de l'avant-bras. On a dit que c'était un os long, qu'il présentait une épiphyse proximale, une épiphyse distale et une diaphyse. On remarque que la diaphyse de l'ulna présente une forme en S allongée. Cet os doit d'abord être orienté. On l'a déjà fait, mais on le refait, ça ne fait pas de mal. L'épiphyse la plus volumineuse en haut. Le bord antérieur saillant regarde en avant. Le processus styloïde ulnaire est postérieur, il regarde vers l'arrière. Voilà pour l'orientation de l'ulna. On va décrire successivement l'extrémité proximale, l'extrémité distale. L'extrémité proximale. Alors, on constate que l'extrémité proximale est formée de deux processus. Le premier processus est vertical et porte le nom d'olécrane. Le deuxième processus est horizontal et porte le nom de processus coronoïde. Pardon, il y a une erreur ici, c'est le processus coronoïde. Excusez-moi, tout le monde corrige, processus coronoïde. D'accord? Ensuite, nous avons au niveau de l'extrémité distale la tête de l'ulna, le processus styloïde de l'ulna et nous avons le col de l'ulna qui rattache l'épiphyse distale à la diaphyse. Nous allons décrire sur cette diapositive l'épiphyse proximale de l'ulna. Alors, nous avions dit que l'olécrane est un processus vertical. Voici l'olécrane sur la face ventrale. Sur la vue de droite, c'est une vue dorsale et vous avez la vue dorsale de l'olécrane. Et il faut savoir que lorsque l'on palpe le coude, on touche une saillie osseuse correspondant à l'olécrane. Alors, vous allez remarquer que l'olécrane est un processus vertical, qu'il présente une saillie, ici, une saillie qui sépare deux cavités. On verra ça dans la prochaine diapositive. Ensuite, concernant le processus coronoïdien, excusez-moi ici, je vais corriger, il y a un petit coronoïdien, processus coronoïdien, on va mettre le EN, et on va écrire processus, c'est juste, coronoïdien, très bien. Alors, on a le processus coronoïdien, qui est un processus, on l'a dit, plus horizontal. Ce processus coronoïdien est formé par, alors, une cavité, ou plutôt une surface articulaire, qui elle aussi présente une saillie, une crête et deux cavités. Latéralement, ce processus coronoïdien
présente une incisure radiale et sous l'incisure radiale, nous avons la fosse supinatrice. Le processus coronoïdien se prolonge en avant par un bec, c'est le bec coronoïdien. Il présente sur sa face antérieure la tubérosité ulnaire et sur sa face médiale le tubercule ulnaire. Alors on va remarquer sur la diapo qui suit que l'olécrane et le processus coronoïdien vont décrire une cavité orientée vers l'avant qu'on appelle l'incisure trochléaire. Voilà la cavité. L'incisure trochléaire. Donc on va reprendre l'étude de cette épiphyse proximale. L'olécrane est ici. Le bec olécranien prolonge l'olécrane vers l'avant. Et nous avons dit que l'olécrane est formé d'une saillie, d'une crête et de deux surfaces articulaires. L'autre surface est médiale, elle n'apparaît pas sur cette figure. Concernant le processus coronoïdien ou coronoïde, il est ici, voilà. Lui aussi présente une crête et des surfaces articulaires. Nous verrons que cette incisure trochléaire, qui est ici l'incisure trochléaire, répond à la trochlée de l'humérus. Donc la trochlée de l'humérus va venir s'articuler dans l'incisure trochléaire. Et ici, nous revoyons la saillie centrale avec les deux versants articulaires avec les joues de la trochlée humérale. Nous retrouvons ici l'incisure radiale et en dessous la fosse supinatrice. Cette fosse supinatrice, nous la retrouvons sur la photo à droite de la diapositive. Et il faut savoir que dans cette fosse supinatrice va rouler la tubérosité radiale du radius lors des mouvements de pronosupination. Le mouvement de pronosupination est le mouvement qui permet de prendre un objet et de le soulever. Et vous allez remarquer que l'incisure radiale qui est ici va répondre au pourtour de la tête radiale. La tête radiale est ici. Cette tête présente une face supérieure, nous allons le voir, qui s'articule avec l'humérus et un pourtour qui est autour de la tête et qui répond à l'incisure radiale. Nous avons ici ces différentes vues qui permettent la mise en place des épiphyses proximales de l'ulna du radius et l'épiphyse distale de l'humérus. Alors, l'épiphyse distale de l'humérus, on retrouve ici cette saillie qui est le capitulum. Nous retrouvons ici la zone capitulo-trochléaire et enfin la trochlée de l'humérus avec ses deux joues médiales et latérales et une gorge. Et vous savez que la trochlée est surmontée par une fosse que l'on appelle
la fosse coronoïdienne. Et cette fosse coronoïdienne reçoit le bec coronoïdien. D'accord. Donc, ici, sur cette vue médiale, on retrouve la trochlée humérale qui s'articule avec l'incisure trochléaire de l'ulna. Cette trochlée humérale est surmontée par l'épicondyle médial qui est ici. Voilà l'épicondyle médial. Ici, on peut décrire le bec olécranien qui pénètre, regardez, dans la fossette olécranienne, sur la face postérieure. Et ici, nous avons le bec coronoïdien. Nous l'avons dit, ce bec coronoïdien va venir s'encastrer dans la fossette coronoïdienne lors des mouvements de flexion et d'extension du coude. Nous entamons maintenant l'étude de l'épiphyse distale. L'épiphyse distale, nous l'avons déjà dit mais nous le répétons, cette épiphyse distale est formée par un col. Le col ulnaire unit la diaphyse à l'épiphyse distale. Sur cette épiphyse distale, nous retrouvons également une tête et un processus styloïde. Le processus styloïde est médial et orienté vers l'arrière. Le processus styloïde est ici, voilà. Et vous allez remarquer que la tête de l'ulna s'articule latéralement avec le radius au niveau de l'incisure ulnaire, mais cette tête s'articule également avec les os du carpe, mais pas directement, par interposition d'un ligament triangulaire par sa face distale. Donc, l'extrémité distale de l'ulna présente une tête, un processus styloïde, un col ulnaire. Nous avons dit que la tête de l'ulna s'articule avec l'incisure, avec le radius dans l'incisure ulnaire. Cette articulation s'appelle l'articulation radio-ulnaire distale. La face inférieure de la tête répond aux os du carpe dans l'articulation du poignet. Nous arrivons à l'étude du radius. Alors le radius, nous l'avons déjà vu tout à l'heure, c'est l'os latéral de l'avant-bras. Il s'articule en haut avec l'humérus dans l'articulation du coude. En bas, il s'articule avec le carpe dans l'articulation radio-carpienne. On a dit que le radius s'articule médialement avec l'ulna grâce à trois articulations. L'articulation radio-ulnaire proximale, l'articulation radio-ulnaire distale, et nous avons ajouté que toute
la hauteur diaphysaire des deux os sont reliés par une membrane interosseuse. Donc, au final, le radius et l'ulna sont reliés par trois articulations. L'articulation radio-ulnaire proximale, la membrane interosseuse et l'articulation radio-ulnaire distale. Nous allons orienter le radius. Alors, qu'allons-nous choisir comme critère d'orientation? D'abord, nous avons choisi l'extrémité la plus volumineuse en bas. D'accord. Nous ajoutons un autre critère dans un autre plan de l'espace. Dans le plan coronal, je vais dire que le processus styloïde radial est latéral. Nous le voyons bien ici, il est latéral. Voilà l'orientation du schéma. Donc, nous avons orienté dans le premier plan qui était un plan coronal. Nous allons orienter dans le plan transversal. On a dit l'extrémité la plus volumineuse en bas. Et enfin, nous allons orienter dans un plan sagittal. Alors, dans un plan sagittal, c'est-à-dire nous allons placer ce qui est en avant par rapport à ce qui est en arrière. Et nous retrouvons ce bord antérieur qui regarde vers l'avant et qui est oblique. Donc, ce critère, ce bord oblique, regarde vers l'avant. Donc, l'os est orienté dans le plan sagittal, dans le plan transversal et dans le plan coronal. Et je répète que vous pouvez choisir d'autres critères. Nous allons passer à la description de l'épiphyse proximale. L'épiphyse proximale du radius s'articule avec, nous l'avons dit, l'humérus et l'ulna dans l'articulation du coude. Nous avons dit également que dans l'articulation, dans la pronosupination, le radius répond et s'articule avec l'ulna. L'extrémité ou l'épiphyse proximale du radius est formée d'une tête, la tête radiale, d'un col qui supporte cette tête, et le col est toujours rétréci par rapport à la tête. Et enfin, nous avons la tubérosité radiale qui est une tubérosité médiale. Nous remarquons que l'épiphyse proximale, et plus spécialement la tête, est formée d'une face supérieure et d'un pourtour ou d'un bord circonférentiel. Le bord circonférentiel est tout autour. La face supérieure est ici. La face supérieure, vous allez remarquer qu'elle présente une cupule ou une petite cavité qui est la fossette articulaire. Et cette fossette articulaire va répondre au capitulum de l'humérus. Par contre, sur cette face, nous retrouvons également un biseau en forme de croissant médial. Ce biseau, lui, ne s'articule avec, regardez ici, la zone capitulo-trochléaire que lorsque l'on fait une flexion extrême de l'articulation du coude. Donc ce n'est que dans que dans la flexion extrême
que ce biseau va répondre à la zone capitulo-trochléaire de l'extrémité distale de l'humérus. Voilà l'articulation en place. Alors ici, on voit très bien le pourtour ou le bord circonférentiel de la tête radiale qui s'articule avec l'incisure radiale du processus coronoïde de l'ulna. Voilà. Le bord, le pourtour ou le bord circonférentiel de la tête s'articule avec l'incisure radiale. Et on remarque que le capitulum va répondre ici à la face supérieure de la tête, mais uniquement au niveau de la fosse articulaire, d'une petite cupule. Et ici, nous retrouvons en bleu foncé le biseau, et ce biseau va répondre à la zone capitulo-trochléaire dans le mouvement de flexion extrême. L'épiphyse distale maintenant. Alors, l'épiphyse distale du radius, vous l'avez vu, elle est volumineuse. Vous remarquez que cette épiphyse distale, sur une vue antérieure, on remarque que cette face est lisse. La face antérieure. On remarque que l'épiphyse distale du radius répond en bas à cet os qui est le scaphoïde, mais également le deuxième os qui est le lunatum. On avait dit que contrairement à la face inférieure de la tête ulnaire, qui répond aux os du carpe par l'intermédiaire d'un ligament triangulaire, le radius, lui, rentre directement au contact des os du carpe. Et nous remarquons que sur la face inférieure de l'épiphyse distale du radius, nous retrouvons deux facettes. Une facette pour le scaphoïde, c'est la surface scaphoïdienne, et une facette pour le lunatum, c'est la surface lunarienne. Le processus styloïde est latéral. Le voici ici en latéral. Donc vous avez le processus styloïde radial, le processus styloïde ulnaire. On reverra lors de l'étude de l'articulation du poignet que la styloïde radiale descend plus bas que la styloïde ulnaire. Nous pouvons étudier cette épiphyse distale sur ces différentes vues. Donc on a dit que sur une vue antérieure, la face antérieure était lisse. Sur une vue postérieure, nous retrouvons sur la face postérieure de l'épiphyse distale des gouttières pour les tendons musculaires. Le processus styloïde prolonge vers le bas la face latérale de l'épiphyse distale. Et enfin, nous avons sur la face médiale l'incisure ulnaire qui va répondre à la tête de l'ulna. Voilà pour l'étude des os de l'avant-bras. Nous passons à la main. Alors, sur cette vue antérieure de la main, nous remarquons que le squelette de la main est formé par les os du carpe, les métacarpes et les phalanges. Donc, trois parties: carpe, métacarpe, phalange. Le carpe, les os du carpe, forment le squelette du poignet.
les métacarpes ou métacarpiens représentent les os de la paume de la main. Et si vous palpez cette paume de la main, vous allez voir, vous allez sentir ces différents os séparés par des espaces que l'on appelle espaces intermétacarpiens. Et enfin, sur les doigts, vous avez 3 phalanges. Une phalange proximale, une phalange intermédiaire, une phalange distale. Et vous constatez que le pouce, qui est le doigt latéral de la main, ne possède que 2 phalanges, une phalange proximale et une phalange distale. La phalange intermédiaire n'existe pas sur le pouce. Vous allez constater un autre détail, c'est qu'au niveau du pouce, nous retrouvons ici un petit os sésamoïde. Et rappelons que les os sésamoïdes, ce sont des os emprisonnés, engainés dans des tendons ou dans des ligaments. Voilà. Nous allons passer à la diapositive suivante, et nous retrouvons les différents os de la main. Alors, nous avons dit que le poignet est occupé par les os du carpe, et nous allons voir que les os du carpe sont disposés sur 2 rangées. Nous avons la première rangée proximale qui est ici et qui comporte 4 os. Donc la rangée proximale du carpe, nous avons 4 os qui sont de dehors en dedans, le scaphoïde en vert, le lunatum en violet, le trichétrum en orange et le pisiforme en bleu ciel. La deuxième rangée des os du carpe, la rangée inférieure ou distale, est formée par le trapèze, l'os trapèze latéralement, le trapézoïde, le capitatum, l'amatum. Et vous remarquez que l'amatum présente un processus que l'on appelle l'amulus. Cet amulus portait autrefois le nom de processus incinatus. Le processus incinatus, maintenant nous l'appelons l'amatum. D'accord? Alors, nous voyons que le métacarpe, qui représente le squelette de la paume de la main, est formé de 5 os longs. Alors, ce sont des os longs parce que chaque os présente une épiphyse proximale, une épiphyse distale et une diaphyse. Sur chacun de ces os, c'est la longueur qui domine. Donc, ce sont des os longs. Et chaque os va présenter une base proximale, une diaphyse ou un corps et une tête qui s'articule avec la phalange. Vous allez également constater que sur la diapo, j'ai écrit M1, M2, M3, M4, M5, car nous avons l'habitude de compter les métacarpiens de dehors en dedans. M1, c'est le métacarpien numéro 1, celui du pouce. M2, métacarpien numéro 2, celui de l'index. M3, c'est le métacarpien numéro 3, c'est celui du majeur. Le M4, c'est le métacarpien de l'annulaire. M5, c'est le métacarpien de l'auriculaire. Alors, nous pouvons dire que M1 est le plus court, M3 le plus long, M4 le plus grêle.
Nous arrivons enfin au squelette des doigts. Le squelette des doigts, nous l'avons dit, est formé par les phalanges. Et nous avons dit que seul le pouce présente deux phalanges, la phalange proximale, la phalange distale. Il faut savoir que les phalanges également sont des os longs. C'est la longueur qui domine et sur chaque phalange, il est possible de décrire une base, un corps ou une diaphyse et une tête. Et la tête, vous remarquez qu'elle est en forme de trochlée, deux joues et une gorge. Donc voilà pour le squelette de la main. Nous allons finir avec des vues antérieures. Sur cette vue antérieure, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le pisiforme, qui est un os de la première rangée du carpe, n'apparaît que sur la face ventrale. Ça veut dire que sur la face ventrale, on peut compter 4 os, scaphoïde, lunatum, trichétrum et pisiforme. Par contre, sur la face dorsale, le pisiforme n'est pas apparent. Le pisiforme n'apparaît pas sur la face dorsale des os du carpe. Nous allons revenir à cette diapo et j'aimerais ici vous montrer cette zone concave des os du carpe qui va former le plancher du canal carpien. Le canal carpien est formé dorsalement par les os du carpe. Voilà, vous avez les os du carpe qui sont ici et qui vont former le plancher du canal carpien. Ce canal va être fermé par un fascia. Voilà, ici, vous aurez un fascia qui va venir fermer en avant le canal carpien. On finit par la diapo, vue antérieure, vue postérieure des os de la main. Et vous remarquez toujours que nous retrouvons facilement le pisiforme sur la face ventrale de la main. Et la face ventrale ou antérieure de la main porte le nom de face palmaire. La face palmaire de la main, face dorsale de la main. Nous avons fini l'étude du squelette du membre thoracique. Je vous en remercie. À bientôt. Dans l'amphi, j'espère.